Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant l'anatomie du membre inférieur. Je vais vous parler aujourd'hui du tibia. Le tibia est un os long, pair et non symétrique. Il forme le squelette médial du segment jambier. Il s'articule en haut avec le fémur et la fibula, et en bas avec le talus et la fibula. Cet os forme avec son voisin le cadre tibio-fibulaire. Cet ensemble est dominé par le tibia, plus massif et assurant l'essentiel de la portance du poids corporel. De plus, le couple tibio-fibulaire joue un rôle important à la cheville, formant la pince bimalléolaire. Le tibia possède une diaphyse et deux épiphyses. La diaphyse comprend 3 faces et 3 bords. Nous avons une face latérale, une face médiale et une face postérieure. Concernant les bords, nous avons un bord latéral, également appelé bord interosseux, un bord antérieur, également appelé crête tibiale, et un bord médial. Nous allons parler de la face latérale de la diaphyse. Cette face est plane, lisse, légèrement plus large à sa partie moyenne. Sur les 2 tiers supérieurs, on retrouve l'insertion du muscle tibial antérieur. Le tiers inférieur est libre et répond au glissement des fibres de ce muscle. La face médiale de la diaphyse peut se diviser en 2. Le quart supérieur présente 2 rugosités verticales. L'une le long du bord antérieur donne insertion aux 3 tendons formant la patte doigt, soit en avant le sartorius et en arrière de lui le gracile et le semi-tendineux. L'autre zone rugueuse est en arrière de la précédente et donne insertion au ligament collatéral tibial du genou. Les 3 quarts inférieurs sont lisses et sous-cutanés, ils donnent insertion au fascia superficiel. La face postérieure est divisée en 2 par une crête oblique. De ce fait, on va décrire 3 zones. La crête oblique, la surface qui est située au-dessus de la crête, et la surface qui est située au-dessous de la crête. Donc parlons d'abord de la crête oblique. Celle-ci est rugueuse et occupe le tiers supérieur de la face. Elle est dirigée obliquement en haut et en dehors, sauf à sa partie toute supérieure, elle donne insertion au muscle soléaire. Au-dessus de la crête, nous allons retrouver une surface de forme triangulaire qui est effilée en bas, lisse, et donne insertion au muscle poplité. Au-dessous de la crête, cette partie est divisée en 2 par une petite crête verticale séparant 2 insertions musculaires qui occupent environ les 2 tiers supérieurs de cette partie, avec en dedans l'insertion du muscle long fléchisseur des orteils et en dehors celle du muscle tibial postérieur, cette dernière descendant plus bas que la précédente. La partie toute inférieure est lisse et répond au glissement des fibres des muscles postérieurs profonds. Seule la partie inférolatérale donne une petite insertion, celle de l'arcade du long fléchisseur des orteils, sous laquelle s'engage le tibial postérieur. Le bord antérieur, ou crête tibiale, est très saillant et sous-cutané. Il va s'étendre de la crête latérale de la tubérosité tibiale au bord antérieur de la malléole médiale. Il a la forme d'un S italique, concave en dehors à sa partie supérieure, puis concave en dedans à sa partie inférieure. Il va donner insertion au fascia superficiel. Le bord latéral ou interosseux est marqué, légèrement concave en avant, il donne insertion à la membrane interosseuse et à sa partie supérieure à la corde oblique. Le bord médial est légèrement convexe en avant et à son tiers moyen, il va donner l'insertion au muscle soléaire. Nous allons maintenant parler de l'épiphyse proximale. Donc celle-ci est volumineuse. Elle a la forme d'une pyramide quadrangulaire à base supérieure. On va ainsi lui décrire 5 faces. Une face supérieure, que l'on appelle également plateau tibial, une face antérieure, une face postérieure, une face latérale et une face médiale. Tout d'abord, parlons de la face supérieure. Donc cette face est située dans un plan oblique en arrière et en bas d'environ 5 degrés et se divise en 3 parties. On retrouve les 2 condyles tibiaux qui sont séparés par une zone intercondylaire. Le condyle latéral est une surface articulaire qui va être située sur le plateau tibial et répond au condyle latéral du fémur. Elle est de type bicondylaire, sa forme est ovalaire à grand axe antéro-postérieur, légèrement convexe selon son grand axe et concave transversalement. Elle regarde en haut et est encroûtée de cartilage hyalin. Le condyle médial est grossièrement symétrique, à grand axe légèrement oblique en arrière et en dedans. Celui-ci est concave en tous sens. La zone intercondylaire, à la forme d'un sablier, on peut la diviser en 3 parties. L'aire intercondylaire antérieure, l'aire intercondylaire postérieure et la zone intermédiaire.
Concernant l'aire intercondylaire antérieure, elle est triangulaire à base antérieure et est située dans un plan horizontal. On y retrouve des insertions avec d'avant en arrière la capsule, le frein de la corne antérieure du ménisque médial, le ligament croisé antérieur près du condyle médial et le frein de la corne antérieure du ménisque latéral. Concernant l'aire intercondylaire postérieure, celle-ci est donc triangulaire à base postérieure et est située dans un plan oblique en arrière et en bas. On y retrouve des insertions avec d'arrière en avant la capsule, le ligament croisé postérieur, le frein de la corne postérieure du ménisque médial, près du condyle médial, et le frein de la corne postérieure du ménisque latéral, près du condyle latéral. Donc troisième élément de la zone intercondylaire, la zone intermédiaire. Celle-ci est formée par le massif des deux tubercules intercondylaires, un latéral et un autre médial. Abordons maintenant la face antérieure. La face antérieure peut être divisée en deux parties, une partie médiane et deux crêtes latérales. Sur la partie médiane, nous allons retrouver une forte saillie inférieure que l'on appelle la tubérosité tibiale. Celle-ci est triangulaire à base supérieure et donne insertion au tendon patellaire. Toujours sur la partie médiane, nous allons retrouver un méplat supérieur en retrait répondant au corps adipeux du genou. Les deux crêtes latérales sont divergentes en haut, elles donnent insertion aux fibres directes et croisées des vastes médiales et latérales du quadriceps. La latérale est plus marquée et présente le tubercule infracondylaire où s'insère le tractus iliotibial. La face postérieure, elle occupe toute la largeur de l'épiphyse. On va la diviser en trois parties, une partie centrale, une partie latérale et une partie médiale. La partie centrale va présenter le débordement du ligament croisé postérieur et l'insertion tibiale du ligament poplité arqué. La partie latérale présente deux éléments. En dedans, un sillon oblique en haut et en dehors, répondant au passage du tendon du poplité, et en dehors, une facette articulaire pour la fibula. Cette facette regarde en arrière, en dehors et plus ou moins en bas. La partie médiale présente l'insertion directe du tendon du semi-membraneux. Cette insertion est prolongée en dedans par un sillon horizontal que l'on retrouve en face médiale. La face latérale est mince et forme la marge tibiale latérale. À sa partie antérieure, on retrouve trois expansions musculaires avec d'arrière en avant le biceps fémoral, le long fibulaire et le long extenseur des orteils. La face médiale forme la marge tibiale médiale. Elle est mince et est creusée par un sillon postéro-antérieur donnant passage au tendon réfléchi du semi-membraneux. Abordons maintenant l'extrémité inférieure. Elle est réduite à un pilon se prolongeant en dedans par la malléole médiale. Elle présente 5 faces, donc tout d'abord la face antérieure fait suite à la face latérale de l'os. Elle est lisse, légèrement déjetée vers l'avant. Elle va répondre au glissement des tendons des releveurs du pied. La face postérieure est creusée par 3 sillons parallèles et obliques en bas et en dedans. Ces sillons donnent passage aux 3 tendons profonds de la loge postérieure, à savoir de dedans en dehors le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux. La face latérale, elle apparaît du fait de la présence d'une crête issue à la partie basse du bord interosseux et oblique en bas et en arrière. Elle est donc triangulaire à base inférieure. Sa partie basse est limitée en avant et en arrière par 2 tubercules sur lesquels s'insèrent les ligaments tibiofibulaires inférieurs, antérieurs et postérieurs. Entre ces tubercules se situe le champ fibulaire qui est une surface articulaire non encroûtée de cartilage hyaline. La face médiale est sous-cutanée, lisse, convexe en tous sens et se prolongeant en bas par la malléole médiale. Cette aspérité est aplatie de dedans en dehors, dévoilant ainsi une face latérale qui n'est autre que le débordement de la surface articulaire de la face inférieure du pilon. Cette petite surface est grossièrement triangulaire, effilée en arrière et répond à la surface médiale du talus, appelée surface en virgule. L'apex malléolaire est bifide. Le bord postérieur est très épais et déprimé en sillon pour le passage du tendon du tibial postérieur. La face inférieure est une surface articulaire située sous le pilon tibial. Elle répond à la trochlée du talus. Cette surface se continue avec la face latérale de la malléole médiale. Elle est partagée en deux par une crête sagittale mousse qui délimite 2 versants, le latéral étant plus large que le médial. L'ensemble est donc concave d'avant en arrière et grossièrement convexe transversalement. Son bord postérieur descend plus bas que l'antérieur. Le développement de cette surface est un arc d'environ 70 degrés. Elle regarde en bas, légèrement en avant, et est encroûtée de cartilage hyalin.
j'en ai terminé avec la description du tibia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.